Le forfait Crave et ici tout.tv Extra. Tu en as caché une belle, toi? 2 plateformes d'ici font équipe pour vous offrir le meilleur de chez nous et d'ailleurs. On est une bien belle gang. Abonnez-vous à partir de seulement 15,99 par mois au forfait Crave et ici tout.tv Extra. Nous sommes le vendredi 8 mai. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à la une. J'espère que vous allez bien. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être avec nous en ce début de journée, en ce vendredi matin. Grosse journée dans le secteur de la santé au Québec parce que c'est la nuit prochaine, donc dans la nuit d'aujourd'hui à demain, quelque part très tôt samedi matin, que sera lancé le projet pilote, le projet vitrine, comme on le dit, au gouvernement, de dossier santé numérique. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait certains pépins. On a certaines nouvelles informations pour vous ce matin là-dessus, entre autres un article de mon collègue Thomas Gerbet qui est publié sur le site de Radio-Canada. Je vais vous en parler dans la revue de presse. On va revenir, et c'est Catherine Dib qui est aux informations du jour ce matin. On va revenir ensemble sur la situation dans le détroit d'Ormuz. Tout semble encore être figé alors que l'Iran accuse les États-Unis de violer le cessez-le-feu. Donc, portrait de la situation aujourd'hui, alors qu'on sait que Donald Trump a dit que la guerre était terminée, ou en tout cas Pete Hegseth, son secrétaire à la Défense, que le détroit d'Ormuz allait pouvoir rouvrir, qu'on allait probablement voir des bateaux circuler à nouveau dans le détroit, mais c'est toujours pas le cas. Donc, le point sur la situation un peu plus tard à l'émission. Marie-Michel Borduas, Olivier Pellerin et Véronique Méran sont en studio. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, Marie-Michel, aux actualités culturelles, vous allez nous présenter un extrait, ou en tout cas nous parler d'un nouvel album de France d'Amour. 15e album pour France d'Amour qui cumule 35 ans de carrière. J'ai l'impression que sur Symbiose, elle s'est fait plaisir parce qu'il y a de nombreuses collaborations et des collaborations parfois étonnantes, des collaborations aussi qui font de la place aux jeunes, donc par exemple Sarah Dufour, entre autres. Et il y a une énergie similaire entre les deux, donc je vous ferai entendre ça un peu plus tard. On y revient un peu plus tard au bloc culturel à l'émission. Le temps de parler, disons, de météo pour l'instant. Oui, parce que ça va s'améliorer. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'à un moment donné, on va sentir qu'on est au mois de mai? Oui, la grande question, c'est oui, il y a une belle séquence qui se dessine là, avec des journées plus ensoleillées. C'est sûr que les températures de la vingtaine de degrés ne sont pas encore au rendez-vous. Dans le sud du Québec, ça s'installe d'habitude autour du 20 mai. Okay. Bon, ça pourrait décaler un petit peu, mais quand même, j'ai du 15 à 18 dans les prévisions pour la fin de semaine. C'est quand même bien. Alors, oui, on sentira une amélioration. Ce matin, ça commence de façon assez nuageuse par endroits. Il y a de petites averses là, dispersées. Ça va cesser. Ça devient un mélange soleil-nuage. Et comme c'est un peu instable, on va maintenir 40 % de possibilité d'averse, mais surtout en secteur montagneux, l'Estrie, Laurentides, Lanaudière, Québec, c'est pas impossible qu'il y ait un orage cet après-midi. Mais Montréal, même, plutôt variable, ça devrait aller avec un vent du sud-ouest moins fort qu'hier, une vingtaine de kilomètres à l'heure. Les températures aujourd'hui, c'est du 12 à 15 degrés. La nuit prochaine, on sera tout près de 6 à Montréal, mais ça redescend vers les Laurentides, Lanaudière, Québec. Là, il y a toujours des possibilités de gel, du 0-1. Samedi, belle journée dans l'ensemble, pas mal de soleil. Ciel qui devient un petit peu plus variable en après-midi. On a toujours un vent du sud-ouest qui sera présent, 15 à 18 degrés. Et s'il y a quelques averses en fin de semaine, c'est surtout dans la nuit de samedi à dimanche. Dimanche matin, avant midi, là, ça peut traîner vers l'Estrie, Québec, dimanche matin, tôt, Montréal, et par la suite, il y aura amélioration en journée. Donc, ça ira 15 à 18 aussi au thermomètre. Quand même, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Oui, parce que j'entendais quand même des agriculteurs qui commencent à ressentir dans certaines de leurs cultures les effets du temps trop froid, peut-être trop nuageux. Oui, c'est ça. Il y a un peu de retard, oui, effectivement. Donc là, le soleil va être un peu plus généreux. Et évidemment, c'est un soleil de mai, donc ça paraît tout de suite. Quand il sort, on le sent davantage. L'Abitibi sera sous un ciel variable aujourd'hui. Tout l'est du Québec aussi. Saguenay, Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord. Instable, 40 %, c'est la possibilité d'une averse. 10 à 14 degrés, la meilleure des deux journées pour l'Est du Québec, c'est celle de samedi. En fin de semaine, territoire ontarien, même chose, variable sur l'ensemble du territoire, 15 à 17 au sud, 9 à 11 pour les températures au nord. Et dans l'ouest, c'est quand même du beau temps, ça le deviendra. Variable cet après-midi à Vancouver, 17, c'est dans les normales. 18 degrés, Edmonton, Calgary, sud de la Saskatchewan, autour de 18 aussi. On arrive à 13 sur le sud du Manitoba. Dans l'ensemble, le ciel est variable. Petite probabilité d'averse, risque d'orage, fin de journée. Rien d'inquiétant et un beau week-end pour les gens de l'ouest du pays. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée, bon week-end. Bonne fin de semaine.
Cole Schofield est là dans le coin. Whittaker va reprendre. Mais pour Cooper. Tire de Cooper. La rondelle a été libre. On a passé tout droit dans l'enclave. On a raté la chance du match. Et la victoire s'en sort avec une courte, mais une grosse victoire dans les circonstances. Oui, courte victoire, mais grosse victoire pour la victoire de Montréal, Olivier. Je pense, parce que c'est pas la première fois que le Frost du Minnesota et la victoire de Montréal s'affrontent en série de fin de saison. Est-ce que c'est la première fois que la victoire allait devant dans cette série-là? C'est la première fois, oui, effectivement, ça, hein? en 3 saisons. Ouais. La première saison, c'était contre Boston. L'année dernière, c'était contre Ottawa. Et jamais la victoire de Montréal n'avait réussi à aller chercher 2 victoires. Ouais. Déjà de là, c'est une amélioration. Vous avez entendu ou vous avez dit courte victoire dans les deux sens. Courte victoire pour le résultat de 2-1, mais surtout courte victoire parce que ça s'est fait en 60 minutes. Oui. La Et ça, on dernière n'est fois, pas ça habitué. avait pris 6 périodes, il faut le rappeler, pour que la victoire gagne. Et ça, on n'en est pas habitué. Mais effectivement, ça a été une belle rencontre pour la victoire qui s'est accrochée dans le match. Vous avez entendu à la toute fin, les tirs venaient de partout. Anne-Renée Desbiens s'est dressée dans ce match. C'est elle, d'ailleurs, qui a obtenu la première étoile de la rencontre avec ses 27 arrêts. Et ces 2 buts sont venus très rapidement. Ça a pris 24 secondes pour que 2 buts soient marqués par la victoire de Montréal. Tout d'abord, Maggie Flaherty, puis Elise Kamura d'un tir sans avertissement qui a battu Maddie Rooney. Et la victoire s'est accrochée jusqu'à la fin du match. Et ce, malgré l'indiscipline de l'équipe. La victoire a accordé 7 avantages numériques aux Frost du Minnesota et elles n'ont pas flanché dans ces 7 occasions qu'elles ont offertes aux Frost du Minnesota. Donc, belle victoire, rassurante. Et ça reprend dès ce soir pour ce match numéro 4. Ce match qui pourrait être décisif. Montréal pourrait éliminer ce soir les doubles championnes en titre de la Coupe Walter. Ça, c'est pas rien non plus. On peut d'ailleurs entendre Catherine Dubois qui revient sur la victoire de son équipe et sur ce qui sera à faire pour se préparer pour le match de ce soir. Ben, tu sais, je pense qu'on est super content d'avoir gagné ce soir puis tout ça, puis on est déjà prête pour demain. Je pense qu'on s'est préparé toute l'année pour ça, puis on est vraiment content d'avoir eu finalement notre première victoire en temps réglementaire. Je pense qu'on avait hâte de ça, puis je pense qu'on est juste prête pour demain. Surtout quand vous avez 2 matchs en 24 heures, vous ne voulez pas passer trop de temps sur la patinoire, surtout quand vous avez gaspillé plusieurs cartouches lors du match précédent. Donc ce soir, il y aura, oui, ce match numéro 4 entre ces 2 équipes, mais il y aura aussi le match numéro 3 entre le Fleet de Boston et la Charge d'Ottawa. Cette série est à égalité 1-1. Beaucoup de hockey à regarder. Ça va prendre, peut-être plusieurs écrans parce qu'il y a aussi un match du Canadien. Match du Canadien ce soir, 2e match contre Buffalo. Oui, match qui sera disputé à 19h, match numéro 2. Après cette défaite lors de la première rencontre par le Canadien, une défaite de 4-2 contre les Sabres de Buffalo. Martin Saint-Louis est revenu sur les émotions, sur ce match, sur ce qui a peut-être coûté cette première défaite aux Canadiens, mais demande aussi que ces joueurs reprennent un peu ces émotions qui a porté l'équipe lors de ce premier tour face au Lightning de Tampa Bay. Faut pas que tu paniques, tu restes en contrôle. T'sais. Faut pas que tu perdes confiance. Faut que tu comprennes pourquoi que tu n'as pas gagné le match, puis tu avances. C'est beaucoup de rester sur le processus. Si tu raides la montagne russe d'émotions, mais tu te perds là-dedans. T'sais. Fait que je pense qu'on est pas mal. On est un groupe confiant, puis on sait que les réponses sont partout, puis on va les chercher à tous les jours. Puis on essaie d'incorporer ça dans le prochain match, puis continuer à s'améliorer. Donc, au suivant, un peu cette mentalité aussi. On passe au match suivant, match qui aura lieu ce soir. Hier, il y en avait un match dans la Ligue nationale de hockey. Ce sont les Hurricanes de la Caroline qui, encore une fois, se sont imposés. Je dis encore une fois parce que c'est une 7e victoire consécutive pour les Hurricanes. Ils ont battu les Flyers hier 4-1 et ils ont dans les câbles les Flyers qui pourraient être balayés dans cette série de 2e tour. Ce soir, le Canadien joue à 19h. Il y a aussi un match à 21h30 dans l'Ouest. Les Golden Knights et les Ducks qui s'affrontent. C'est 1-1 dans cette série. Et sinon, en terminant, il y aura à surveiller aussi du côté de Toronto, ce premier match du Tempo de Toronto. Basketball féminin. Ça. Voilà, en WNBA, premier match de l'histoire de la concession. Ce sera contre les Mystics de Washington. Et il y aura aussi beaucoup de tennis. Le tournoi de Rome est en cours. C'est le début pour plusieurs Canadiens. Malheureusement, ça a été des débuts un peu en demi-teinte pour les Canadiens puisque Bianca Andreescu et Denis Shapovalov ont perdu hier. Mais aujourd'hui, Victoria Mboko, Félix Auger-Aliassime et Leila Annie-Fernandez seront en action. Donc, plusieurs Canadiens qui vont tenter de passer au prochain tour. Bon, beaucoup de sport et pour tous les goûts. Oui. À part de ça, il n'y a pas que le hockey, clairement. Merci beaucoup. Salut, bonne journée. À
À la une des différents quotidiens de ce matin, on va commencer par le site de Radio-Canada, puisque c'est au cours de la nuit prochaine que sera déployé dans différents établissements, Mauricie, centre du Québec et dans le nord de Montréal, le DSN, le dossier santé numérique. Et on apprend ce matin de la plume de Thomas Gerbet sur le site de Radio-Canada que le dossier santé numérique va coûter 100 millions de dollars par année à exploiter, ce qui comprend notamment le salaire du personnel de soutien informatique. C'est une information que l'on ne connaissait pas, c'est une information qui n'était pas publique, qui a été ajoutée par Santé Québec sur son site Internet jeudi après-midi, sans faire grand bruit, dit Thomas Gerbet. On savait que le développement donc, du projet allait atteindre 402 millions de dollars, une hausse d'ailleurs de plus de 50 % par rapport au montant initial de 265 millions de dollars qui était prévu. Mais on ignorait le coût d'exploitation donc, de ce qu'on appelle au gouvernement un projet vitrine, donc le projet dans ses différents CIUS. Donc voilà ce que ça va coûter, 100 millions de dollars par année. C'est les coûts de licence d'hébergement, salaire des équipes qui ont été consultées pour aider les utilisateurs également. Vous avez tous les détails sur le site Internet de Radio-Canada ce matin. C'est en une, le dossier santé numérique, 100 millions de dollars par année à exploiter. En une de la presse, des journalistes du quotidien se sont glissés dans la peau de travailleurs étrangers, d'attrapeurs de volailles à employés dans le textile. Notre économie repose de plus en plus, écrit la presse, sur des travailleurs venus de l'étranger. Alors que Québec impose un premier plafond sur l'immigration temporaire, 3 journalistes de la presse donc, ont décidé d'aller travailler dans ces emplois qui sont donc occupés dans bien des cas par une majorité de travailleurs temporaires ou travailleurs étrangers. Et donc, il y a effectivement une attrapeuse de volailles. Il y a aussi un travail, ce sont des emplois qui sont difficiles physiquement. Travail dans l'entretien ménager également et ouvrier du textile. Vous pourrez lire les témoignages, les comptes rendus des journalistes qui se sont glissés dans la peau de ces travailleurs ce matin dans la presse, qui revient également sur ce qui serait donc un autre féminicide à Gatineau. Ce serait le 10e au Québec. Le conjoint de la victime, donc, qui a été tué à Gatineau, avait de graves antécédents de violence. C'est ce qu'on apprend dans la presse de ce matin. Une tragédie qui survient, nous dit le quotidien, au moment où Québec souhaite instaurer une loi Gabi-Renault dans l'espoir de prévenir la violence envers les femmes. Les détails à lire dans la presse de ce matin. En une du Journal de Montréal et du Journal de Québec, on revient sur cette sanction de 8 000 $ imposée à la députée québécoise Lacoyane. Les craintes formulées, écrit-on dans le journal, par Marois Risky et qui ont plongé le Parti libéral du Québec dans une crise éthique l'automne dernier étaient fondées. De l'argent public a bel et bien été utilisé à des fins partisanes pour la campagne à la chefferie de Pablo Rodriguez. Donc, c'est un rapport vitriolique qui vise l'ancienne députée libérale Sona Locayan-Olivier. Je dis ancienne parce elle siège maintenant comme indépendante. Donc, on a appris hier essentiellement, entre autres, que son local de député avait servi de base, si on veut, de centre pour la campagne de Pablo Rodriguez, campagne à la chefferie. Donc, un rapport dur de la commissaire à l'éthique. Vous avez les réactions, des extraits du rapport également dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Immigration, il en est question aussi dans le Devoir, des refus de permis de travail après 60 jours qui font mal. De longs délais pour traiter les études d'impact sur le marché du travail ont de lourdes conséquences sur les travailleurs et les employés. Apprend-on dans le Devoir. On sait que le gouvernement fédéral resserre les règles donc pour les travailleurs étrangers. Une autre inquiétude qui justement inquiète les avocats et les employeurs, des refus systématiques de dossiers de permis de travail si l'étude d'impact sur le marché de travail n'a pas été versée au dossier parce que le dossier est encore en traitement. Il y a donc des dossiers qui sont fermés et ça empêche des gens de travailler. Les détails dans le Devoir de ce matin, qui s'est rendu également en Tchéquie, au pays de Jakub Dobeš, le gardien étoile du Canadien de Montréal. Donc, portrait de la ville où il a grandi, entre autres choses. Et puis, je termine avec le Globe and Mail. On apprend ce matin qu'il y a des centaines de personnes, finalement, qui ont eu un accès non autorisé à cette liste des électeurs de l'Alberta. On sait que, donc, il y a une liste qui s'est retrouvée entre les mains de plusieurs personnes. On apprend que ce sont 600 personnes qui ont obtenu cette liste électorale et évidemment qu'il y a des craintes maintenant en raison des données sensibles qui se trouvent sur cette liste en question, la liste électorale qui contenait les renseignements personnels de près de 3 millions de résidents de l'Alberta. Les détails ce matin dans le Globe and Mail.
Catherine Dib, maintenant, est avec nous en studio. Bonjour, Catherine. Bonjour, Mathieu. Alors, oui, cette situation au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz, ça bouge pas beaucoup. En fait, il y a un pétrolier qui a traversé ce matin pour se rendre en Corée du Sud. C'est le premier bateau de ce type à atteindre la péninsule asiatique par cette voie stratégique parce que, pour l'instant, ça reste très figé. Quels sont les derniers détails? Voilà, en fait, c'est que ce navire, c'est un navire maltais, l'Odessa. Il avait traversé le détroit d'Ormuz le 17 avril dernier et là, en fait, il vient d'arriver en Corée du Sud. Il avait traversé, il avait profité d'une brève accalmie dans le blocus. Et en fait, ce navire transporte 1 million de barils de pétrole brut, soit près de la moitié de la consommation quotidienne en Corée du Sud. Donc, ça devrait contribuer à apaiser les inquiétudes de Séoul. OK. Et il y a quand même eu de nouvelles frappes là, entre les États-Unis et l'Iran. Voilà, des affrontements ont eu lieu entre les forces américaines et iraniennes dans le Golfe. L'armée américaine affirme avoir ciblé des installations militaires iraniennes après que 3 de ces navires ont été attaqués en traversant le détroit d'Ormuz. Donc, ça reste assez tendu dans le coin. Téhéran signale également des explosions sur l'île iranienne de Qashem, située dans le détroit. Et puis, il y a aussi les Émirats arabes unis là, qui affirment que leur défense aérienne a intercepté des drones et des missiles iraniens. De plus, il y a eu un pétrolier qui transportait des produits appartenant à une entreprise chinoise qui a été attaqué, lui, dans le détroit cette semaine. Ça, c'est selon le ministère chinois des Affaires étrangères. Il n'y a heureusement eu aucun blessé. Donc voilà, ces incidents laissent quand même craindre d'une reprise du conflit qui a été déclenché en février dernier par la campagne de bombardement des États-Unis d'Israël en Iran. Et puis, on espérait quand même que les négociations auraient avancé à ce point-ci. Oui, mais là, le président Donald Trump, malgré ce que vous venez de décrire, continue à dire que le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Il soutient encore et toujours que les négociations vont bon train. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Il voit un accord venir avec l'Iran dans un avenir très proche. On l'écoute, il avait pris la parole hier. We're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. Alors, il dit, ça va bien, on va chercher ce qu'on doit chercher et si on n'y parvient pas, on est prêt à aller encore plus loin. Nous avons eu de bonnes discussions dans les dernières 24 heures et c'est possible qu'on parvienne à un bon accord. Il a rajouté une autre couche sur sa plateforme Truth Social en appelant l'Iran à signer un accord rapidement, en lettres majuscules, sous peine d'être frappé bien plus violemment à l'avenir. Mais selon le correspondant du journal Le Monde à Washington, Piotr Smolar, les États-Unis sont à la fois pressés de parvenir à un accord, mais aussi ont des objectifs militaires avec l'Iran, ce qui fait en sorte qu'il devient difficile d'établir clairement un échéancier que la Maison-Blanche aurait en tête par rapport à ce balai diplomatique. On l'écoute sur le sujet. D'une part, on fait un effort diplomatique qui est très empressé, qui vise à signer ce qu'on appelle un mémorandum, qui permettrait de fixer en quelque sorte les paramètres d'une sortie de crise. Et ensuite, il y aurait plusieurs semaines, on parle d'1 mois de négociations pour parvenir à affiner les détails de cet accord. D'autre part, il y a une détermination américaine pour entamer un nouveau cycle de guerre, pour affaiblir encore davantage, si c'est possible, le régime sur un plan militaire, et aussi pour viser un certain nombre de responsables de l'appareil sécuritaire. Et pendant ce temps, le conflit persiste dans la région. Il y a des frappes israéliennes qui se sont poursuivies au Liban. Voilà, il y a une trêve qui avait été annoncée par Donald Trump le 16 avril. Eh bien, Israël poursuit sa campagne militaire au Liban. Israël a d'ailleurs ordonné aujourd'hui l'évacuation de 7 autres villages libanais qui, eux, ne sont pas situés dans la zone tampon au Liban là, qui a été établie par l'armée israélienne. Elle fait 600 km², je vous le rappelle, dans le territoire du pays. Et puis aussi, une autre frappe israélienne a tué un secouriste libanais aujourd'hui. On parle d'un total de 103 morts là, dans le milieu de la santé au Liban, selon l'Organisation mondiale de la santé. Bref, les autorités iraniennes devraient répondre sous peu à la contre-offre américaine destinée à mettre fin à cette guerre entre les deux pays et dans la région. Merci beaucoup, Catherine. Bonne journée. Marie-Michel Borduas est maintenant en studio pour les actualités culturelles. Alors, oui, 15 nouvelles femmes, on a appris ça ces dernières heures, qui dénoncent le chanteur Patrick Bruel. Oui, environ 1 mois et demi après une première enquête, le site indépendant Mediapart est revenu là, avec un nouvel article. Ça a été publié hier. Article dans lequel donc 15 femmes témoignent de comportements de la part de Patrick Bruel. Comportements en marge de concerts, de tournages, de rencontres professionnelles, encore lors de massages également. Les faits allégués s'étendent de 1991 à 2019. Il y a une femme qui accuse le chanteur de viol après avoir été droguée à une époque où elle était mineure.
mineure où elle avait 16 ans. Au total, donc entre le 18 mars et l'article d'hier, c'est 30 femmes qui ont accusé le chanteur dans Mediapart, mais aussi dans le magazine Elle, dans la presse belge également. Patrick Bruel a été contacté par Mediapart. Cette fois-ci, il a de nouveau nié toute contrainte ou violence. Il fait actuellement face à des enquêtes judiciaires en France, 2 enquêtes pour viol et tentative de viol et une autre en Belgique pour agression sexuelle. Voilà pour ce dossier. Et les derniers et les plus récents développements signent que l'été approche. Il va peut-être faire chaud à un moment donné. Ceci dit, c'est la saison des festivals qui débute au Québec, entre autres. Ben voilà, c'est là peut-être qu'on pourra la trouver, cette chaleur dans notre cœur. Mathieu, c'est le festival Santa Teresa qui va ouvrir le bal en fin de semaine, donne le coup d'envoi donc à Sainte-Thérèse dans les Laurentides, avec des artistes comme We Are Wolf, Bon Enfant, Elie Sapi. Santa Teresa, c'est l'occasion d'entendre, plusieurs bons noms, mais aussi de découvrir ce petit village de Sainte-Thérèse parce qu'il y a plusieurs scènes aménagées un peu partout, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et parmi les artistes qui vont nous donner là, un avant-goût de l'été, Mike Lay, et pourquoi pas entendre Tout au passant. Est arrivé ou quoi l'été, Mathieu? Oui, on peut dire ça. Donc, en tout cas, c'est parti pour les festivals à tout le moins. Ce soir, ce sera gratuit à Santa Teresa, une soirée qui va faire place aux musiciens de la relève. Pour la première fois de ma vie, je sais ce que je veux. Je veux courser. Et puis ma première course, je sais que c'est ce que je veux faire. Extrait de la bande-annonce du film biographique sur le pilote de course, pilote automobile québécois, Gilles Villeneuve. On a une date de sortie. Oui, Villeneuve, l'ascension d'une légende, ça avait été annoncé, ça, pour la première fois en 2023, mais plusieurs pépins ont retardé la production, qui a un changement de réalisateur, qui des enjeux financiers. Finalement, le tournage qui a repris en octobre, et là, on nous arrive avec une date. Donc, ce sera le 11 novembre sur nos écrans. Le film qui va revenir sur les débuts du pilote automobile québécois Gilles Villeneuve, qui, à 32 ans, s'est tué au volant de sa voiture de Formule 1. Rémi Goulet, qu'on a notamment pu voir au grand écran d'en vivre à 100 000 à l'heure ou encore à la télévision pour Toujours plus un jour. Plus récemment, dans la nouvelle saison de Libre dès maintenant, c'est lui qui campe le jeune Gilles Villeneuve, issu d'une famille modeste de Berthierville, déterminé à vivre de sa passion, la course automobile. Parmi les autres interprètes, il y a quand même des grands noms, Rosalie Bonenfant, Patrice Robitaille, Luc Picard également. Et revenons-y à cet album de France D'Amour, un nouvel album donc pour la chanteuse. Lancé hier soir, Symbiose, 15e opus. Rockeuse, mais pas que France D'Amour. Elle se permet avec ses 8 nouveaux titres de se promener là, à travers différents styles. Et elle s'offre aussi plusieurs collaborations, certaines étonnantes avec le rappeur Soulja, par exemple. D'autres qui vont à côté un peu son énergie, comme Sarah Dufour. Je vous laisse entendre l'extrait. Faut pas pleurer. Ouais, ça jase, pis ça bavarde. Mais y a que toi que ça regarde. Tout ce que tu sais, ce que tu Extrait donc du nouvel album de France D'Amour lancé hier. Marie-Michel, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, bonne fin de semaine. Voilà pour cette édition d'À la Une. Oui, à surveiller évidemment dans les prochaines heures le déploiement de ce dossier santé numérique. On va surveiller ça de près pour vous. On se laisse là-dessus. Bonne journée, bonne fin de semaine. Le forfait Crave est ici tout.tv Extra. Tu en as caché une belle, toi? 2 plateformes d'ici font équipe pour vous offrir le meilleur de chez nous et d'ailleurs. On est une bien belle gang. Abonnez-vous à partir de seulement 15,99 par mois au forfait Crave et ici tout.tv Extra.